C'est un récit personnel dans lequel vous levez le voile sur le sombre passé de votre grand-père, Jean Jardin, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a eu l'effet d'une bombe. Est-ce que vous pensiez provoquer une telle réaction? Non. Non, je pensais que mon pays avait, 70 ans après, été quand même capable d'entendre. Et j'ai découvert qu'en France, on était prêt à faire des procès à des figures du mal, à des monstres, Oui. mais on n'était pas prêt à parler de nos grands-parents. Et ce que j'ai vécu pendant plusieurs mois en France, ça a été extrêmement violent et magnifique. Parce que quand vous courez le risque, à un moment, d'être vrai, vous permettez aux autres de l'être. Et je suis tombé sur une société qui, partout dans les librairies, dans la rue, dans les cafés, dans le métro, les gens sont venus me parler de leur famille. Et tout le monde en France a ça sur le dos. Les gens sont venus, m'ont dit, vous voyez cet appartement, mes parents l'ont eu en 42, ils ont pris l'appartement le lendemain lorsque des Juifs ont été déportés. Papa a lu votre livre, il nous l'a appris avant-hier. C'est-à-dire que brusquement, j'ai vu que c'était possible de faire surgir la vérité dans un pays. Ça a un coût, on se fait engueuler, on se fait frapper, c'est très dur. Mais en même temps, c'est ce qui revitalise à la fois sa propre famille, et c'est ce qui revitalise une société. Je vous cite, « Je publiais Fanfan ou le Zèbre, mais je couchais déjà avec Himmler, qui est le chef suprême des polices allemandes, dont la Gestapo. » Donc, jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas le vrai Alexandre Jardin. Je n'arrivais pas à l'assumer. Je n'arrivais pas. Vous l'auriez assumé facilement, vous? Non. Vous savez, vers l'âge de 17 ans, un jour, il y a un copain qui me dit tu sais, il y a un problème dans ta famille. Oh, je dis quoi? Et il me dit ton grand-père était directeur de cabinet du chef du gouvernement de Pétain pendant la guerre. Et je lui dis ouais, mais... Et il m'explique. En fait, c'est le mec, c'est fondamental dans le fonctionnement. C'est celui qui fait tourner la machine. Bon. Qui prépare les dossiers, qui en assure l'exécution, etc. Bon. Il m'explique ça. J'avais 17 ans. Et je lui dis, tu crois, t'exagères pas un peu? Il me dit, non, c'est comme ça. Et il me dit, il y a un problème parce qu'il a été nommé le 20 avril 42, ton grand-père, et la rafle du Veldiv, ça démarre le 16 juillet. Et il me dit, juillet, ça vient bien après avril, donc il est là. Ça, c'était les rafles du Vélodrome d'hiver. Oui. La plus grande arrestation massive de Juifs en France. 13 000 Juifs ont été arrêtés, dont 4 000 enfants. 25 ont survécu. C'est le début de la tuerie, quoi. Et c'était votre grand-père qui... Ben c'est surtout, je dis ça pour les Québécois, mais les Juifs qui ont été arrêtés en France, avant de rentrer dans un train qui les emmenait vers les camps, ils ne voyaient pas d'Allemands. C'était des flics français qui venaient les arrêter, c'était des gendarmes. Ce sont des Français qui les ont arrêtés. Et qui les amenaient à la frontière, bien sûr, qui les livraient. Bien sûr. C'est ce qu'on voit dans le film La Rafle. Oui, ce sont des Français qui l'ont fait. Et donc c'est l'État français, et en haut, il y a un chef de gouvernement, et il a un bras droit, c'est grand-père. Et donc ce jour-là, quand il a commencé à me... j'ai rien dit à la maison. Vous auriez dit quoi en rentrant chez vous? Non, mais, vous n'en aviez jamais parlé dans la famille. Mais non, mais parce que ma famille me l'avait toujours présenté comme une sorte de héros. Mon père avait même écrit des livres magnifiques à la gloire de son père dans les années 70. Et le dernier, devinez qui avait écrit la préface? François Mitterrand, en 1980. Ça semblait un type très bien. Et puis des années après, un jour, je me balade dans la rue à Paris, je vois des couvertures de magazines, et tout à coup, j'apprends le passé à Vichy de Mitterrand. Mais les Français ne le savaient pas en 80. Ouais. Quand il a et on ne savait pas que Mitterrand avait entretenu des amitiés très fortes avec le chef de la police de Vichy, Bousquet, quoi. Et donc, lorsque j'ai découvert tout ça, je me suis dit, merde, toutes les cautions tombent, quoi. C'est-à-dire Et finalement, ce que j'ai appris à 17 ans, c'est vrai. Vous écrivez. Si l'on désire brûler une synagogue, il suffit de rameuter une poignée de canailles sans foi ni loi. Mais pour pratiquer un antisémitisme d'État, il est impératif de mobiliser des gens très bien. Pourquoi, selon vous, il faut des gens très bien pour organiser les crimes les plus monstrueux? C'est tout le problème de mon livre.
c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un monstre pour participer au pire. Ça n'a jamais été nécessaire. Parce que d'abord, les détraqués et les pervers, ils ne sont pas très nombreux. Ah ouais. Dans n'importe quelle société, il y en a très peu. Les gens capables d'attraper un gosse et de le jeter dans un four, ils ne sont pas très nombreux. Donc si vous voulez faire ça à grande échelle, il va falloir mobiliser beaucoup de morale. C'est toujours la morale qui précède le crime d'État. Mais c'est partout pareil. Lorsque Bush a commencé par dire il y a un axe du bien et du mal, les bombardements n'ont pas été très loin. C'est-à-dire que dès qu'on commence en politique à jouer à très haute dose avec la morale, c'est presque toujours dangereux. C'est ce que j'ai appris avec mon grand-père. Et donc je me suis retrouvé avec une famille qui vivait dans un état de cécité, et puis progressivement je me suis rendu compte que tous les copains de la famille, tous les gens que je voyais à la maison, dès que je faisais la moindre recherche, je découvrais qu'ils avaient un passé de cauchemar. C'est-à-dire, je découvrais même, par exemple, il y avait un ami de la famille qui était un ancien Premier ministre de Charles de Gaulle, qui était Couve de Murville. Ça veut rien dire ici, mais en France, c'était un gaulliste énorme. Et bien, je découvre qu'il était à Vichy, au ministère des Finances, jusqu'en mars 43, qu'il a travaillé sur des dossiers d'arianisation de l'économie. Arianisation, ça voulait dire qu'on volait les entreprises qui appartenaient à des juifs. Et l'État français, pendant la guerre, a fait ça à très haute dose. Donc je découvrais tout ça. Mais même, il y a encore 15 jours, il y a une historienne qui m'a sorti d'archives allemandes, parce que, alors, depuis que j'ai sorti le bouquin, maintenant, les archives remontent. Bon. Et un ami de la famille que j'adorais, et dont je parle dans le livre, que je croyais communiste, qui s'appelait Soko, qui était farfelu, un fou, marrant, ben finalement, c'est un agent de la SS. Quelle famille, hein? Je veux dire... Alors, quand je suis tombé sur son dossier dans les archives allemandes, avec les noms de la section 6 de la SS, avec les adresses, les trucs, c'est-à-dire que je suis issu de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'à peu près tous les gens très bien qu'il y avait autour de moi... Ne l'étaient pas du tout. Ben non, à un moment donné, ils ont fait des choses folles. Et ce n'étaient pas des monstres, tous ceux que j'ai connus. Or, au fond, dès que les gens très bien dans une société rejoignent les fous, c'est là que ça devient la fin du monde. C'est à ce moment-là. Donc ce sont les gens très bien dotés d'une morale qu'il faut toujours surveiller dans une société. C'est là où ils vont que le danger peut se préciser. Alexandre, en France, à l'époque, on collaborait avec les Allemands par racisme, par peur, par lâcheté, par opportunisme. Alors d'abord, je pense très fortement qu'un homme comme mon grand-père a eu vraiment le sentiment de faire le bien. C'est pour ça que c'est effrayant. C'est-à-dire que dans la morale des gens comme mon grand-père, il y a un truc qui est sacré, c'est la souveraineté nationale. Et donc, ils vont lâcher n'importe quoi pour maintenir ce qui est sacré à leurs yeux, la souveraineté nationale de la France. Et ils vont lâcher les juifs, les enfants, les familles, les vieux. Ils vont sacrifier les juifs. Mais est-ce qu'il était ouvertement antisémite? Il l'était comme toute la droite française de l'époque, l'était comme toute la société française. C'était une norme sociale en France. Lisez la presse de cette époque. Ne pas être antisémite dans ces milieux-là, une sorte d'anachronisme, c'était bizarre. Il y en avait ici aussi à l'époque, c'était répandu. Et évidemment, je veux dire, les États-Unis ne se sont pas, par exemple, bousculés pour accueillir les Juifs allemands. Le Canada non plus. Le Canada non plus. Et le Québec non plus. Bon, il y a eu un antisémitisme normatif propagé par l'Église, assimilé par la bonne société, par les gens très bien. Vous avez dit que vous avez choisi vos enfants. Est-ce que vos enfants sont fiers? Ben, je peux vous raconter un truc qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mon troisième fils, qui a 13 ans, il est allé à l'école et il y a des gamins qui l'ont pris à partie. Qui l'ont dit, ouais, on a vu ton père à la télé, t'as une famille de collabos. Ta famille, elle a marché avec Hitler, quoi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as répondu? Il m'a dit oui. J'aurais dit oui. Je fais comme toi, j'ai dit oui. Ça leur a coupé la chic. Ben ouais. Et puis j'ai bien réfléchi, on a discuté avec des copains. T'as bien fait de l'écrire le bouquin, j'aurais pas à le faire. Et puis j'ai trouvé ça magnifique qu'un gosse de 13 ans dise oui. Et il m'a dit, on n'est pas responsable, mais on couvre pas, on n'est pas complice. Ben ouais. Voilà, c'est tout.
Selon l'historien Jean-Pierre Azéma que vous avez consulté pour écrire votre livre, il n'y a pas de document d'archives qui prouve que votre grand-père, Jean Jardin, était au courant des rafles parisiennes des 16 et 17 juillet 1942. Sur quoi vous êtes-vous basé, alors? Ben alors, il dit la vérité sauf que maintenant, le livre est sorti. Et depuis des semaines, il y a maintenant une historienne qui me fait remonter des paquets de trucs. Et qui vous en a trouvé? Mais pas dans les archives françaises. Parce que mon grand-père avait nettoyé. Comment on nettoyait à l'époque? Quand on est directeur de cabinet du chef du gouvernement, avant de partir, c'est pas très compliqué. On a accès aux renseignements généraux, on a accès aux services de renseignement, on a accès à beaucoup de choses, on n'est pas un piéton. Et comme il y savait à peu près un an avant qu'il allait partir, quand il part fin 43, de toute façon, l'issue de la Seconde Guerre mondiale est pliée. Donc il sait qu'il faudra rendre des comptes. Mais il n'avait pas pu toucher à ce qu'on appelle en France les archives de Berlin. Ce sont les archives que les Français ont rapatriées à Paris, en 1945, et qui concernent les rapports avec Vichy, avec la France. Et c'est là-dedans Qu'il était. que les documents commencent à sortir. À la fin de la guerre, les Français qui avaient collaboré avec les nazis ont été condamnés et pourchassés. Jean Jardin s'est d'abord exilé en Suisse, mais il est néanmoins devenu un homme très influent dans le milieu politique français en contribuant notamment aux caisses de parti. Comment a-t-il réussi à faire oublier son passé de collaborateur? Alors d'abord, aucun directeur de cabinet n'a eu de procès après la guerre. Il y a une fiction en France qui marche. Si vous êtes ministre, vous êtes responsable. Si vous êtes directeur de cabinet, vous n'êtes pas responsable politiquement. Donc il n'a pas eu de... S'il était resté en France, il aurait été tué bon, au moment de la libération. Bon. Mais comme il n'était pas là, il est revenu plus tard. Et c'est vrai que mon grand-père, qui était probablement un des plus intelligents de la bande, ensuite est devenu un des grands financiers de la vie politique française. Ce qui fait que quand moi j'étais petit, je voyais les valises de billets de banque qui circulaient. Et puisqu'il venait s'approvisionner chez grand-père. Mais inutile de dire que l'homme qui est dans le classement des partis politiques français jusqu'en 1976 est inatteignable. Je veux dire, ce sont des hommes de pouvoir d'une puissance invraisemblable. Le livre Des gens très bien est un jalon important, un point tournant de votre carrière d'écrivain. Mais est-ce que vous allez encore être capable d'écrire des grandes histoires thématiques d'amour? Est-ce que l'ancien Alexandre Jardin est toujours vivant? Non, il est mort. Et tant mieux. Mais vous reniez pas votre œuvre. Non, du tout. Ce sont mes livres qui me renient. Ce sont des romans de fuite. Ce sont des romans qui font rêver et qui ont fait rêver et qui ont été écrits par un homme qui avait besoin de quitter un réel qui était insupportable. Aujourd'hui, j'aime sauter dans le vrai. J'adore ça. J'aime ce qui se passe pour de vrai. Mais est-ce que vos anciens lecteurs seront vos prochains? C'est drôle. Il y a des libraires qui m'ont dit ça au début, mais vous n'avez pas peur? Je dis, la seule truc qui me fout la trouille sur Terre, c'est de mourir avant ma mort. Or, j'ai 46 ans. C'est l'âge qu'avait papa lorsqu'il est mort. Et j'ai voulu régler cette affaire-là avant de franchir cet âge-là. Et c'est fait. Parce que papa est mort de cette cécité. Parce que toutes les familles qui ont un pédophile, qui ont un truc, qui ont un énorme merdier comme ça, et qui se taisent, sont des familles qui meurent. Tous les pays qui n'arrivent pas à vivre avec le réel sont des pays qui meurent. Parce que le rapport qu'on entretient avec le vrai, c'est le rapport qu'on entretient avec la vitalité. Donc, lorsque vous me dites, ouais, mais est-ce que je vais perdre mes lecteurs? Peut-être, mais je serai vivant. Et c'est plus important. Eh oui. Chantal Hébert est une ancienne lectrice. Merci. Alexandre Jardin, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi, je vous ai écrit une carte. C'est pas un livre, mais il fallait que ce soit écrit. Il fallait que ce soit dit. À vous voir noircir des pages avec vos thérapies familiales, c'est à se demander si vos droits d'auteur ne devraient pas être retournés à vos lecteurs pour services psychologiques rendus. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Sézille prononce le discours d'inauguration.